Depuis près de 2 ans, bénévoles et salariés de plusieurs associations orléanaises ont organisé des ateliers de parole pour recueillir celles des personnes migrantes et leurs témoignages. À partir de ces récits que nous ont offerts celles et ceux qui les ont vécus ou qui les vivent, un conte a pris forme. C'est un conte, mais ce n'est pas une fiction. Il s'agit de la parole et de l'histoire bien réelle des personnes migrantes, que vous croisez peut-être au quotidien sans vous en apercevoir. À travers un conte, elles vous transmettent leur histoire dans la langue de leur nouveau pays, la France. Langue qu'elles apprennent pour y mieux vivre, avec ténacité et volonté. Et pour faciliter cette transmission et la bonne compréhension aujourd'hui, le choix a été fait d'intégrer des sous-titres. Les masques qu'ils portent sont aussi des morceaux de leur parcours et ont pour but de préserver leur identité. Écoutez et regardez. C'est toujours ma grand-mère qui me disait, le soleil, c'est le signe de la lumière. Il est comme le divin et la terre tourne autour du soleil sans distinction de race, de couleur, ni de culture. Je ne demandais pas la lune, une vie, j'en ai qu'une. J'ai dû partager chez moi, je ne demandais pas pourquoi. Vous auriez fait de même si vous vivez de petits rêves. J'espère être à vos côtés, vivre, travailler, aimer. Partager la joie d'être ensemble, vous et moi. Je ne demanderai pas la lune. Écoutez le vent. Écoutez le vent des pays riches comme il souffle en croisière vers le sud, en laissant au bord du temps l'éternelle misère du monde. Je ne demandais pas la lune, une vie, j'en ai qu'une. J'ai dû partager chez moi. Je ne demandais pas pourquoi. Vous auriez fait de même si vous vivez de petits rêves. J'espère être à vos côtés, vivre, travailler, aimer. Partager la joie d'être ensemble, vous et moi. Je ne demanderai pas la lune. Les personnes en migration demandent juste de vivre dignes et libres. Il y aura toujours dans le monde les hommes et les femmes qui chercheront à survivre, sinon vivre. Tant que nos pays d'origine resteront difficiles et dangereux, politiquement, économiquement, ou par leur non-respect des droits de l'homme, il y aura des migrants. Aucune loi, aucun mur n'a arrêté ce mouvement. Ma grand-mère disait, le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas d'échouer, mais c'est de rester au même endroit, faire la même chose encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Chaque jour que tu restes au même endroit est un jour perdu. Permettez-moi, mes chers amis, de vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un homme nommé Lompi Lompa. Il était grand, fort et courageux. Son visage était sculpté par de longues années de misère et de pauvreté. Fatigué de cette vie, il décida de partir en aventure. Son objectif était de partir en Europe. Il espérait une meilleure vie, subvenir aux besoins de sa famille et être à l'abri du besoin. Ma grand-mère disait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'avancer malgré elle. Un jour, alors qu'il se baladait dans la forêt, Lompi Lompa s'arrêta devant l'arbre du voyageur et l'a écouté. Celui-ci l'a nourri d'espoir et il a voulu partir. Il a décidé de partir loin de la guerre et de son pays qui était de moins en moins le sien.
Partir de son pays, c'était dur, mais c'était son rêve de liberté. D'autres que lui l'avaient fait. Leur famille disait que tout allait bien là-bas. Il avait l'espoir dans le cœur. Il a gagné un peu d'argent, pris leur adresse. Il a pris ses économies et il est parti. Le voyage en bus, en camion, à pied était différent de rêve et quelquefois un cauchemar. Il a passé beaucoup de frontières, rencontré des gens bienveillants ou des bandits qui voulaient son argent. Il a dépensé toutes ses économies pour payer le traversée, puis a traversé de la mer. Après la traversée du désert, il a attendu la nuit pour faire la traversée de la mer. Il avait très peur. Heureusement, il a trouvé d'autres personnes comme lui. Elles voulaient également partir en Europe. Ils étaient nombreux sur la plage pour se soutenir. Tout à coup, 2 personnes sont arrivées avec un moteur et un grand canoë gonflable, comme une chambre à air géante. C'étaient les passeurs. Ils ont gonflé le canoë, installé le moteur et l'ont mis en marche. À cet instant, Lompi Lompa a compris que c'était comme une pirogue qui allait permettre de faire leur passage dans le pays des rêves. Un des passeurs a posé la question, à savoir: y a-t-il parmi vous une personne qui sait se servir de la pirogue? Alors, il a lancé le regard dans la foule et a pointé de doigt Lompi Lompa. Toi là, passe ici. Sais-tu conduire une pirogue? Non. Et la moto? Oui, car je conduisais la moto dans mon pays. Ça tombe bien. Ça se conduit comme une moto, ne t'inquiète pas. Nous voulons te former. Tu auras la responsabilité de faire la traversée avec tous ces gens. Mais je ne peux pas, j'ai peur. De toute façon, peur ou pas, tu vas la conduire et si tu refuses, on te tue. Il n'avait pas d'autre choix que de monter avec le passeur pour une courte formation qui a duré à peine 5 minutes. Le temps de faire un petit tour de pirogue dans l'eau. Au retour, ils ont embarqué tout le monde dans la soi-disant pirogue et pris leur argent. Ils étaient une 60aine de passagers de plusieurs pays. Bébés, enfants, femmes, hommes, valides et invalides, serrés comme des sardines. Les passeurs ont remis à Lompi Lompa un bidon de 20 litres de gazole afin d'avoir une réserve en cas de panne sèche. Les passeurs ont montré une lumière au loin à Lompi Lompa. Lompi Lompa a démarré le moteur et ils sont partis vers la lumière. Là-bas, à l'horizon, les vagues étaient hautes, c'était long. Et puis le plat de lumière. Lompi Lompa a perdu la lumière qu'il fallait suivre. Et après plusieurs heures, une roue de la pirogue s'est arrêtée en plein mer. Il avait épuisé les réserves de gazole. Les bébés n'arrêtaient pas de pleurer. Les enfants également pleurent, car ils se faisaient écraser par les adultes. C'était la pirogue, tout le monde avait peur, froid et faim. La mer ne leur parlait plus. Les cauchemars continuaient. Ils ne voyaient plus la terre. Beaucoup ne connaissaient pas la mer. Elle leur paraissait si grande. Ils étaient là, ne savaient quoi faire. Avancer, pas moyen. Retourner, pas moyen. Ils étaient bloqués au milieu de l'eau. Quelqu'un proposa de se jeter à l'eau pour nager, mais beaucoup ne savaient pas nager. Et franchement, cela ne valait pas la peine. Beaucoup perdaient espoir. Heureusement, Lompi Lompa leur remontait le moral. Il disait de garder espoir. Il disait que le meilleur est à venir. Il fallait croire à la liberté au bout du voyage. Alors, ils ont tenu bon pendant cette longue attente incertaine. Lompi Lompa leur chantait les chants d'espoir. Il prit la parole et dit: L'égalité entre les êtres humains est un rêve utopique. Malheureusement, c'est pas dans toutes les oreilles percées que l'on accroche les anneaux d'or. La preuve, la mer est bien pleine, mais il continue à pleuvoir dedans. Je vous propose plutôt, si quelqu'un a une histoire à nous raconter, qu'il puisse la partager.
m'appelle Aristote et ma sœur Bénie. Dans mon pays, il y a le soleil et de grands arbres. Le soleil, c'est chaud et lumineux. Ça vous enveloppe, mais parfois, ça vous étouffe. Ça sèche les plantes et le sol de mon pays est riche. Il est plein d'or et de métaux. Mais ce n'est pas pour nous. Nous, on n'est pas riches. On a du mal à gagner de quoi à manger. Pour que ma famille s'en sorte, ma mère a voulu marier ma petite sœur à un homme vieux mais riche. J'avais 15 ans et ma sœur 13 ans. Quand j'ai parlé à l'arbre du voyageur, il m'a raconté que la rumeur disait que là-bas, loin, de l'autre côté du désert et de la mer, la vie est moins dure, on mange à sa faim, on travaille, on a le droit de choisir sa vie. Alors, je me suis mise à rêver et me voici parmi vous. Moi, c'est Bintou. Dans mon pays, il y a toujours le soleil et il y a la mer. On avait du travail, de quoi à manger et vivre. Mais c'était le silence. Seul le dirigeant avait la connaissance et le droit de parler. On n'avait pas le droit d'être différent. Mais mon esprit n'était pas d'accord et avait ses propres idées. Mais il ne pouvait pas prendre la parole. Je ne voulais pas vivre comme ça. Alors, la mer et le vent m'ont conseillé d'embarquer sur un bateau. La mer m'a dit qu'elle m'emmènera dans un endroit où tout le monde peut prendre la parole. Alors, je me suis mise à rêver. Nadia, c'est mon nom. Dans mon pays, ça allait bien. Enfin presque. On a peu de soleil. L'hiver est froid, mais il y a de magnifiques montagnes autour de nous. On avait presque tous du travail et de quoi manger et vivre. Mais ceux qui avaient le pouvoir ont voulu plus de pouvoir. Ils se sont battus entre eux et ils nous ont imposé de faire la guerre pour eux. Ils ont tué ceux qui ne voulaient pas. Ils ont appelé les pays voisins à l'aide et les voisins se sont installés. Au début, le monde entier s'inquiétait. Puis, le monde entier s'est habitué. Puis, il a oublié. Nous, on n'avait plus l'impression d'être chez nous et il y avait moins de travail. Alors, elle a regardé les montagnes et elles lui ont dit que leur sœur en Europe était aussi belle qu'elle. Qu'en Europe, la vie est plus facile. Qu'on aurait du travail, on pourrait recommencer. Alors, elle s'est mise à rêver. Je ne demandais pas la lune, une vie, j'en ai qu'une. J'ai dû partager chez moi, je ne demandais pas pourquoi. Vous auriez fait de même si vous vivez de petits rêves. J'espère être à vos côtés, vivre, travailler, aimer, partager la joie d'être ensemble, vous et moi. Je ne demandais pas la lune. Pendant qu'ils étaient plongés à suivre les histoires des uns et des autres, ils ont aperçu au loin un grand bateau qui avançait vers eux. L'espoir est revenu. La terre à l'horizon, c'était l'Europe. Une vie merveilleuse, une vie meilleure. Et quand ils sont arrivés sur les îles européennes, ils ont remercié la mer. La terre dans les zones, c'était la porte de l'Europe. La jeune du bateau les ont fait descendre de la pirogue, donné l'identité et leur emprunté, et les ont conduits dans un camp. Ils étaient très nombreux, comme la tour de Babel. Ils ne comprenaient pas la langue de ce nouveau pays. Alors, une fois sortis du camp, plusieurs personnes arrivaient dans leur pirogue d'en continuer leur route. Ils sont partis vers la France, terre d'asile, comme on leur avait raconté. Ils ont traversé les montagnes et ils sont enfin arrivés en France. C'était leur rêve, mais le rêve a continué à être difficile. Ils ont rejoint Paris, mais ce n'était pas les images de la plus belle capitale du monde qu'on leur avait décrit. Ils avaient des tentes sous les ponts où logeaient des migrants de tout pays. Ils n'avaient rien, ils étaient souvent déplacés et risquaient de repartir. Ils avaient peur. Alors, ils ont quitté Paris vers Orléans, où habitaient ceux du village qui avaient fait le voyage. Ils ne les ont jamais retrouvés. Ils ont d'abord dormi dans la rue. Ils ont eu peur, ils ont eu froid.
Je ne comprends pas bien comment les Français pensent. Je n'ose pas encore dire ce que je pense, pas plus que dans mon pays. J'ai peur. J'ai souvent douté de ce que m'avait dit la mère. Je n'ai pas d'hébergement. Je dors souvent dehors. Après quelques nuits dehors, c'est vraiment très dur de dormir dans la rue. À Orléans, il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est la ville partout, du monde partout. Mais on ne nous voit pas. On ne nous regarde pas. Il fait froid et humide. Je n'ai pas le droit de travailler sans le titre de séjour. Je suis Christ. Je voudrais parler ma langue, revoir le soleil. Est-ce que j'avais bien fait de partir? Un jour, quelqu'un est venu lui dire que les moins de 18 ans étaient pris en charge par l'aide à l'enfance. On leur a dit que ces mineurs seraient protégés et scolarisés. Mais on n'a pas pu croire qu'Aristote avait juste 16 ans. Et on l'a séparé de sa sœur et remis à la rue à Orléans. On a dit aux autres d'aller à l'OFII pour faire une demande d'asile. À l'OFII, à la préfecture d'Orléans, on a raconté nos histoires une première fois. Nos pays étaient à peine connus des Français. Ils ne savaient pas ce qui s'y passait. Plusieurs de ceux qui étaient arrivés en Europe par un autre pays ont été mis en procédure double. On en a renvoyé quelques-uns dans ce pays, mais plusieurs sont revenus. Au lycée, Bénie, la petite sœur d'Aristote, échangea un jour de leur parcours avec des étudiants. Ceux-là avaient encore d'autres histoires. Dans mon pays, il n'y a pas d'université. C'est difficile d'aller à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école jusqu'à mes 18 ans. Je suis le seul de mes nombreux frères et sœurs. Je rêvais de devenir médecin pour soigner les gens de mon pays. Toute la famille s'est organisée pour pouvoir m'envoyer en France. Je serai le savant de la famille. Ils ont payé mon billet d'avion. Moi, je suis née en France. Ce sont mes parents qui ont émigré, il y a longtemps, dans les années qui suivaient la guerre en Europe. On leur a proposé de venir travailler en France. Leur pays était dirigé par un dictateur, et les promesses de travail en Europe les ont fait espérer mieux vivre. Avec mon visa d'étudiant de 2 ans, je me retrouve à l'université. J'ai une petite chambre près de la fac de médecine. La première année était très difficile, presque comme un concours. Il fallait passer beaucoup de temps à étudier. Mais je devais aussi travailler pour payer mon loyer, manger et aider en même temps ma famille au pays. Je n'ai pas assez étudié, je n'ai pas eu tous les partiels. Mon visage d'étudiant va bientôt expirer. Je vais abandonner l'université car ce n'est pas évident de travailler et de suivre les études. Je vais faire une demande d'asile pour pouvoir rester travailler, puis j'espère reprendre les études plus tard pour ne pas décevoir ma famille. Ma vie a été beaucoup plus facile parce que je suis née en France. J'ai pu faire des études, avoir la nationalité française à ma majorité. Je travaille, j'ai une famille, je paye des impôts comme tous les Français. Mais il me manque quelque chose. Mon pays d'origine, mes grands-parents, mes cousins que je n'ai jamais vus. Migrer, c'est difficile et c'est une histoire longue. Maintenant, on attend. On dépend des associations pour manger, pour s'habiller, pour apprendre le français. Que m'a-t-il raconté l'arbre du voyageur? Il n'avait pas dit que ce serait si difficile. On n'a pas le droit de travailler. On se sent seul. On se sent inutile. On a peur d'être contrôlé pour la couleur de notre peau. Mais la force est toujours là. Celle qui nous avait amenés à quitter notre pays, à traverser des pays dangereux et faire, à l'arrivée en France, ce long chemin administratif. C'est difficile à comprendre. Nous sommes précaires, mais nous sommes solides. Le rêve du départ, chaleureux comme le soleil, étincelant comme la mer, beau comme les montagnes, a souvent tourné au cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Nous avons raconté nos histoires de nombreuses fois. On nous a demandé des preuves de notre récit. On a eu peur souvent, eu faim très souvent, dormi dehors,
rencontrer quelquefois de la chaleur humaine ou au contraire rencontrer de la méfiance. Nous sommes allés de démarche en démarche. Nous avons appris ce que veut dire OFPRA, Dublin, CNDA, recours, OQTF. Nous avons été écoutés ou repoussés, acceptés ou renvoyés. Nous sommes parfois repartis de nous-mêmes dans notre pays ou vers un autre pays d'Europe. Dans l'attente de la réponse, nous avons appris ou amélioré notre français. Nous avons un peu mieux compris la culture française, mais nous avons continué à être inquiets, à avoir quelquefois le mal du pays, et ne pas regarder les gens dans les yeux comme nous l'apprenons dans votre pays. On ne comprend pas la méfiance des Français. On ne comprend pas pourquoi ils semblent avoir peur de nous. On ne comprend pas pourquoi beaucoup de Français pensent qu'on est tous délinquants parce qu'on est les différents. Certains de notre nous seront acceptés par la France, pourront être formés ou trouver un travail. Ils continueront leur chemin vers une ville comme allée de Français. Ils devront encore faire leurs preuves au fil du temps. Espérons qu'ils intégreront, mais ils n'oublieront pas leur parcours. Ils le rencontreront à les enfants, comme les Français. Ils traverseront, ils payeront des impôts et ils participeront à la ville en France. D'autres espéreront une deuxième chance en attendant ici, sans papier malgré les risques. Ils trouveront un moyen précaire de travailler pour survivre, ou bien essayeront d'aller dans un autre pays d'Europe. Quelquefois, ils repartiront.